Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Merci Leïla. On ouvre tout de suite la partie magazine. C'est l'heure de 13h15. Avec aujourd'hui un portrait. Nous avons voulu en savoir plus sur une figure emblématique. Paysan, penseur, écrivain, philosophe et poète. De nombreuses personnalités du monde de l'écologie, du spectacle voient en lui un mentor, un sage avec qui ils aiment partager, discuter sur le lien que nous avons avec notre planète. Derrière ses airs tranquilles, sa silhouette frêle, sa chemise à carreaux et sa voix douce, Pierre Rabhi propose une révolution qui a trouvé un véritable écho, le retour à la Terre. Une utopie ou une réalité qui s'impose progressivement à nous. Cette semaine, 13h15 retrace donc le parcours peu ordinaire de cet humaniste, suivi par des disciples de plus en plus nombreux. Un portrait signé Emmanuel Chartoir, Patrice Brugère et Mathieu Well. C'est une oasis fertile, au milieu des rocailles. Un royaume d'abondance au cœur de l'Ardèche, résultat d'un demi-siècle d'efforts et de maîtrise de la nature. Il y a une dominante minérale ici, il y a une rocheuse. Et la terre est relativement rare finalement. Avec ça, je vais faire ma soupe du soir. Pierre Rabhi, sans doute le paysan le plus célèbre de France, a été un des pionniers du bio dès les années 60, 40 ans avant tout le monde. Le premier choc que j'ai eu, c'est effectivement ouvrier agricole. Je voyais qu'on n'arrêtait pas de manipuler toute l'année les substances toxiques et qu'il fallait mettre des masques, qu'il fallait se protéger de ceci. Ça devenait presque obsessionnel. Comment peut-on empoisonner ce à quoi nous devons la vie? La terre à laquelle nous devons la vie, nous l'empoisonnons. Sans compter, évidemment, tout ce que ça induit sur l'environnement aussi. C'est de la folie. C'est vraiment une folie. L'humanité est folle, complètement folle. En se croyant intelligente. Né sur ce petit bout de jardin, ses idées ont aujourd'hui germé partout dans le monde. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Monsieur Pierre Rabhi. Partout où il passe, les foules se pressent. Ses livres se vendent par centaines de milliers d'exemplaires. On devrait tous avoir un livre de Pierre Rabhi sur sa table de chevet. Ses appels à une vie moins matérialiste, plus connectée à la nature, ont fait de lui un des chefs de file de l'écologie en France. On peut se demander quelle est notre raison d'être, puisque nous sommes la pire des catastrophes écologiques. Il faut se relier à ce qui dure et non pas à ce qui est éphémère. Passéiste pour certains, visionnaire pour d'autres, il remet en question notre mode de vie qu'il juge destructeur. Tout le monde dépend de la nature. Si la nature meurt, nous mourrons. Il arrive en fait, en étant simple, à toucher énormément de personnes. C'est une petite voix, mais qui porte beaucoup. Ouais. Une petite voix qui porte très loin. C'est un peu surréaliste pour moi. Une vision du monde forgée au fil d'un parcours hors du commun. Tout commence dans les années 60, lorsque Pierre Rabhi et sa fiancée, Michel, décident de quitter la ville pour retourner à la terre. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet endroit, Pierre? La beauté du lieu. C'était le premier critère, c'est la beauté des lieux. C'est-à-dire que normalement, quand on fait le tour, on voit 17 clochers. D'avoir vu ce lieu, ça nous a vraiment, immédiatement, on est tombé amoureux. À l'époque, Pierre avait 23 ans. Il était ouvrier en banlieue parisienne et étouffait dans cette vie. Petit à petit, ça m'a paru quand même un univers carcéral. Il fallait que tous les matins, je me lève, je prends le métro, je prends l'autobus, j'arrive à mon travail, je pointe, je travaille toute la journée et ensuite, à la fin de la journée, je retourne chez moi et je recommence. Et donc, c'est à ce moment-là, cette condition humaine, je me suis dit, mais elle est incompatible avec les promesses que faisait la modernité de libérer l'être humain, puisqu'on était enfermé. De le libérer, de le refermer. Et c'est pas simplement un retour à la terre comme ça. C'est une pensée qui est comment trouver l'harmonie avec soi, avec les autres, avec la vie, c'est ça qui sous-tend en quelque sorte
la démarche. Et elle s'incarne. Cet olivier que j'ai planté, il incarne tous ces arbres. Ces arbres sont des frères, quelque part. À 79 ans, Pierre vit toujours ici, Ah, c'est verrouillé. avec Michel, sa femme, qui s'éclipse à l'approche des caméras. J'avais oublié de déverrouiller. Donc ça, c'est le lieu où je travaille et en même temps, je dors. Et je dors sur une note que je déroule, c'est tout. Parce que je trouve que les lits, c'est encombrant. Ça encombre toute la journée, pour rien du tout, voilà, pour quelques heures de sommeil. Donc moi, je retourne un peu à mon enfance. La natte, c'est très facile. Et la seule chose que j'ai accrochée à mon mur, c'est le discours du chef indien Seattle. Quand les Américains ont voulu acheter le territoire de ces Indiens, qu'est-ce que répond le chef indien? Nous ne pouvons pas vous vendre ce qui ne nous appartient pas, puisque la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Et bien rien que si nous avions ça dans notre tête, eh bien ça changerait tout. Pierre a lui aussi vu son quotidien bouleversé par l'arrivée des Occidentaux lorsqu'il était enfant. Bon, ici j'ai rassemblé, vous voyez, c'est le bric-à-brac. Il est né dans le désert algérien. Ah oui, c'est l'orchestre de mon père. Il se prénommait Rabat. J'étais orphelin de mère à l'âge de 4 ans. La seule photo que j'ai pu récupérer de mon père, c'est celle-là. C'est ce père-là qui était un très bon musicien, un forgeron, un poète. Notre cité s'appelait Kanaza. Cette cité, c'était une grande oasis, tranquille au milieu d'un grand désert. Voilà. Et malheureusement, enfin, moi je dis carrément malheureusement, quand les Français sont arrivés, ils ont découvert dans notre sous-sol du charbon. Et l'exploitation de ce charbon a amené un bouleversement terrible. Et le souvenir que j'ai, qui est un souvenir un peu tragique en moi, c'est que je voyais mon père revenir noir de charbon, c'est-à-dire souillé. Et cette souillure, cet homme libre, j'ai senti qu'il était aliéné. On a vécu la modernité comme une espèce de, comment dire, de viol. Moi, je l'ai vécu comme un véritable viol de tout ce que nous étions. Pour éviter à son fils de devenir mineur à son tour, le père du petit Rabat le confie à un couple de Français sans enfants. J'assume totalement mon destin tel qu'il est. Ce destin, simplement, c'est de dire, bon, je suis la composante de deux cultures. Je suis passé d'un monde à l'autre, avec toutes les contradictions qu'il y avait. Dans son petit coin d'Ardèche, Pierre Rabhi va essayer de retrouver le mode de vie traditionnel de son oasis. Michel et lui élèvent leurs 5 enfants dans la simplicité. Les journées se partagent entre les soins aux animaux et la musique. Pour compenser l'aridité de sa terre, sans recourir aux engrais chimiques, Pierre Rabhi invente des techniques agronomiques nouvelles. Il devient un des premiers experts de l'agroécologie. Là, on a démontré qu'on pouvait obtenir des arrosages très limités, voire même quelquefois tous les 8 jours ou tous les 15 jours, grâce à un élément de base qui est l'humus. Que l'humus bien produit arrive à retenir environ 10 fois son poids d'eau. Ces méthodes donnent des résultats si étonnants chez lui qu'on l'invite jusqu'en Afrique pour les enseigner aux paysans du Sahel. Je suis dans un lieu où il semble que la vie essaye de se maintenir en dépit de tout. Et l'animal souffre, l'homme souffre, les plantes souffrent, les arbres souffrent contre cette espèce de raz-de-marée minéral qui, chaque année, gagne du terrain. On dit qu'il avance d'environ 3 à 4 km par an. Pierre Rabhi retourne donc dans le désert, 40 ans après l'avoir quitté. À Gorom Gorom, au Burkina Faso,
il transmet ses techniques à des centaines de paysans africains. Ah voilà, je suis content. Je suis content parce que là j'ai reproduit de l'humus, j'ai fabriqué de l'humus. Et c'est ça qui va régénérer la terre, c'est ça qui va lui donner la vie. En 10 ans, Pierre Rabhi reverdit de larges zones du Sahel et acquiert une renommée internationale. Là je retrouve dans cette ambiance de fin de journée exactement l'atmosphère de mon enfance. Et je crois que le nord et le sud n'ont pas fini de se disputer ma personne. Sa trajectoire entre Afrique et Occident, Pierre Rabhi décide de l'écrire. Il a alors 45 ans. Du Sahara aux Cévennes, son premier livre, sera suivi de plusieurs dizaines d'autres. Jusqu'à La sobriété heureuse en 2010. Énorme succès populaire. 300 000 exemplaires vendus en France. Des traductions en 7 langues. Le grand public découvre Pierre Rabhi et commence à s'intéresser à ses techniques agricoles. Pour répondre à cette attente, Pierre et quelques amis ont ouvert un lieu de formation en Ardèche. Donc vous vous rappelez qu'on plantait des patates dans un nouvel espace qui n'a jamais été cultivé. Depuis que Pierre est à la retraite, d'autres formateurs ont pris le relais, comme Valo. Et puis on va refermer. Et plus tard en cours de culture, quand la patate sera un peu grande, on va la buter pour qu'elle fasse plus de production. Il y a un gros problème d'érosion en France, surtout dans le sud de la France, région méditerranéenne. On est en conditions pré-sahéliques. Si le dérèglement climatique et les pratiques agricoles continuent et la bétonisation en outrance continue, on va vers le Sahel dans une centaine d'années. Il n'y a pas photo. Donc c'est de là qu'est venue l'idée des amis de Pierre Rabhi de créer un lieu ici, en conditions méditerranéennes pré-sahéliques, une ancienne vigne qui était désertique, un sol béton, pour montrer aux gens d'ici qu'ils comprennent ce qu'on faisait en Afrique. Vous allez faire de la fève et de la carotte. D'accord. On change là, à quelle heure? S'il n'assure plus lui-même les stages, Pierre passe encore très souvent en voisin. Et puis là, on voit, c'était là où il avait ses racines avant. Mais donc on a notre dose de graines de carottes et on les a mélangées avec des radis parce que le temps que la carotte pousse, ça met très longtemps. Et le radis, lui, pousse très vite. On va le récolter au bout d'1 mois et demi. Les carottes qu'on est en train de semer, elles se récoltent au bout de 9 mois. Donc ça veut dire qu'on optimise l'utilisation de notre espace. On va faire 3 rangs et peut-être que là, dans le coin du triangle, il y aura peut-être un début de 4e. Parmi les centaines de stagiaires qui viennent ici chaque année, de plus en plus d'urbains désireux de retourner vivre à la campagne. J'ai travaillé dans un milieu qui un peu prônait la consommation avec l'utilisation de beaucoup de matières plastiques. À un moment donné, j'en ai eu un peu marre, beaucoup de stress, et puis je me sentais pas vraiment à ma place, donc j'avais toujours eu cette sensation, ce feeling, ce rapprochement avec la nature que je voulais développer un peu plus loin. Et puis, dans un objectif de pouvoir produire des produits sains et bons pour la santé, et clairement dans le futur de nourrir le plus possible ma famille, en fait. Voilà. C'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est aussi une philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, nous pensons maintenant qu'il faut que les citoyens se réapproprient leur capacité de survie. On a des gens hors sol concentrés dans des villes, et puis les camions leur apportent à manger. Voilà. Et pour moi, cultiver son jardin, c'est un acte politique et c'est un acte de légitime résistance à des systèmes qui confisquent toute possibilité aux citoyens de survivre par lui-même pour le rendre entièrement dépendant. Même si l'ambiance est détendue, Pierre retourne vite à ses inquiétudes. Pollution des terres, réchauffement climatique, extinction des espèces.
sont des soucis qui ne le lâchent jamais. La biodiversité qui disparaît, c'est vraiment une énorme problématique. Et c'est devenu une question humainement extrêmement grave, quoi. Et parfois, je dis, mais pourquoi je m'emmerde avec tout ça? pourquoi je passe pas une retraite tranquille? Le matin, je vais voir les copains, on joue à la... Et Pierre, pourquoi alors? Pourquoi vous passez pas une retraite tranquille? Et pourquoi alors? Pourquoi vous faites tout ça? Parce que je peux pas. Si je le fais pas, je vais pas bien dormir. C'est comme s'il y avait le feu et qu'on dit, moi j'en ai rien à foutre. Ben non, il y a le feu, il faut éteindre. Ça nous interpelle et on y retourne, quoi. C'est un devoir, hein. C'est un devoir. Je sais pas si vous avez des enfants. Eh ben si vous avez des enfants, pensez à vos enfants. Parce qu'on est en train de leur faire un monde invivable. Totalement invivable. Toutes ces salopards de gens qui gagnent d'argent, qui n'ont aucune autre préoccupation que de faire du profit, ils se foutent littéralement de l'avenir de l'humanité. Et... Non, on peut pas. Et là, on est obligé de prendre le maquis. On peut pas faire autrement. Ouais. Bon, je pense qu'ils t'attendent. Oui, je sais pas comment ça. Des fois, il dit, oh, j'en ai marre de faire le Pierre Rabhi tous les jours et tout. Voilà encore des médias, je vais devoir faire mon Pierre Rabhi, quoi. Et le jour où on ne l'appellera plus, il ne pleurera pas. Il se dira, oh là, la société ne m'appelle plus, peut-être que ça tournera mal. Et il se posera peut-être des questions comme ça, mais s'il pouvait rester chez lui tranquille, à s'occuper de ses petites plantes, je pense que ça lui ferait du bien. Il se dévoue. Inlassablement, Pierre Rabhi reprend donc son bâton de pèlerin. Pour prêcher la quiétude et la sobriété, il passe son temps à courir. La première réussite d'une société, c'est une société heureuse. Quand une société est heureuse, elle a réussi. Mais il faudra bien qu'on aille vers une société où tous les êtres humains sont satisfaits. Les salles sont de plus en plus grandes, son public de plus en plus vaste. On lui demande aujourd'hui 600 conférences par an. Nous, les êtres humains, nous prélevons bien au-delà de ce qui nous est nécessaire, c'est-à-dire nous engageons un système d'épuisement des ressources. Si on veut que la société change, ça nous amène à changer nous-mêmes. Et si nous ne changeons pas nous-mêmes, la société ne changera pas. Changer d'abord soi-même pour changer le monde, c'est l'idée principale du mouvement Colibri. Content de te voir. Je vous connais, vous. Un collectif que Pierre a fondé il y a 10 ans avec Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, et quelques artistes et intellectuels engagés, comme l'éditrice Françoise Nyssen, notre nouvelle ministre de la Culture. Non mais rappelle-toi, on en parlait chez toi avec Michel il y a quelques années. Oui, oui. Et maintenant ça se fait, c'est bien. Oui, on est tous là en tout cas, c'est bien ça. On s'appelle Colibri en référence à une petite légende amérindienne qui raconte qu'un jour, tous les animaux de la forêt se retrouvent piégés dans une clairière, la forêt est en feu, ils savent absolument pas quoi faire, ils ont peur et ils attendent. Tous sauf le petit colibri qui va chercher une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu, qui va chercher une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu, et au bout d'un moment, les autres animaux le regardent et lui disent « Écoute Colibri, t'es ridicule, t'es minuscule, tes gouttes elles sont encore plus minuscules, t'éteindras jamais le feu avec ça, donc calme-toi. » Et le colibri les regarde et leur dit « Oui, je sais, mais je fais ma part. » En termes d'éducation, en termes d'architecture, en termes d'agriculture, en termes de... Bon, bah, y a des utopies, il y a des utopistes. Et donc c'est la raison pour laquelle on voudrait donner la parole à tous les gens qui viennent témoigner de ce qu'ils ont réalisé pour le changement social. Le premier enjeu, le fait de devoir signer cet appel, c'est qu'on puisse mesurer que nous sommes bien plus que ce que nous imaginons. Ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas quitter la ville sont eux aussi appelés à porter leurs petites gouttes d'eau. Vous voyez les bouchures de carottes ? Dans toutes les grandes villes de France, les colibris organisent des rassemblements pour présenter à l'urbain moyen tout ce qu'il peut faire dans sa vie quotidienne, en matière d'alimentation, d'énergie, de construction durable, bref, de consommation responsable. La menthe pavée, on la plante et on peut garder. Je n'ai pas mis 1 centime
graines de tomates. La grande difficulté aujourd'hui de l'humanité moderne, c'est qu'elle s'est déconnectée de la cadence de la vie elle-même. Le mouvement prend de l'ampleur. Les colibris sont aujourd'hui 250 000 en France. On a bien compris la parabole du colibri. Néanmoins, certains disent que le monde ne changera que si des gros acteurs, les grosses industries changent. Non, je ne suis pas d'accord. Les grosses multinationales, etc., existent parce que c'est l'ensemble des citoyens qui leur donne le pouvoir. Si nous rentrons dans la sobriété, dans la simplicité, si nous essayons de répondre à nos besoins par nous-mêmes, etc., eh bien, les multinationales ont du succès à se faire. Parce qu'en fait, ils sont nourris par la crédulité, du public. Voilà. Et donc, ils n'existent que pour ça, et que par ça. On trouve désormais des colibris jusque dans les plus hautes sphères. Aujourd'hui, Pierre est invité à l'Hôtel de Ville de Paris. Regarde cette beauté. Bien loin de son jardin. Ça fait partie des trucs un peu surréalistes pour moi. Très surréalistes, oui. La maire de Paris, Anne Hidalgo, organise une réception en son honneur. Voilà. Très contente. Merci d'être là. Merci. Merci. N'inversons pas les choses. Merci à toi. D'être là. Merci beaucoup. Nous nous sommes vraiment inspirés de votre philosophie. J'ai donc l'immense honneur de vous remettre la plus haute distinction de la ville de Paris. Ces honneurs, ces dorures, c'est pas trop votre truc d'habitude, non? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je me dis, bon, c'est porteur aussi d'affection des gens, c'est porteur d'une reconnaissance quand même. Mais bon, à ce titre-là, ça a une valeur intéressante. Des choses. Ah, merci Pierre. Pardon. Merci. Voilà, c'est Merci Pierre. la dernière. Pierre Rabhi, moi, il m'a donné la force de dire tu avances. Peu importe les lobbies que tu vas rencontrer, c'est pas grave, tu avances. Voilà, par exemple, Paris est une ville qui, avec la restauration scolaire, la restauration collective, pèse lourd sur le marché de l'achat de produits alimentaires. Donc, on a voté cette semaine au Conseil de Paris un grand plan très très révolutionnaire, très Pierre Rabhi dans son esprit, pour faire en sorte que cette manne de Paris puisse soutenir l'agriculture bio. Quand il veut échapper à la frénésie de sa vie d'homme public, Pierre vient parfois se réfugier chez ses amis, les sœurs orthodoxes du monastère de Solan. Pour les fidèles de la religion orthodoxe, toute atteinte à la création est une offense au Créateur. L'Église orthodoxe nous rappelle que le monde créé ne se réduit pas nullement à une possession ou une propriété qui serait nôtre. Aime toute la création de Dieu, tout d'elle, et chaque grain de sable. Aime chaque feuille, chaque rayon de la lumière de Dieu. Bienvenue, Pierre. Ça va? Merci. Vous êtes un peu enrhumé, là, Pierre, non? Un petit peu. Un petit peu, oui. Mais ça va. Donc. Une vie très active, très même vivante. au-delà de mes moyens. C'est ça. Bon, vous donnez un très beau témoignage. Le monastère de Solan devient... Malgré nous, hein, Pierre, c'est vous qui faites de nous un témoignage. Mais c'est important, c'est important. Pierre a rencontré la communauté il y a 20 ans.
On vient tout juste de mettre en place les planches que vous voyez là. À l'époque, les moniales venaient de s'installer dans cette ancienne ferme. Elles voulaient cultiver en bio, mais sur ces terres habituées aux engrais chimiques, rien ne poussait. Quand on est arrivé ici, la terre de ce nom, elle était morte. Et il a fallu des années d'apport, de compost, de fumier, beaucoup de soins, beaucoup de prières, beaucoup d'amour avant que quelque chose ne commence à surgir en fait dans nos terres. C'est un beau lieu, hein, vraiment, il est beau, très beau ce lieu. On fait un saut rapide dans la serre. Oui, volontiers, oui. C'est Pierre qui a permis au domaine de retrouver sa fertilité. D'accord. Ah oui. Sinon, il y avait trop de rayonnement. Moi, j'ai une petite serre, mais en plastique, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pierre venait à chaque fois confirmer ce que nous ressentions, en fait, dans notre cœur. Mais si on n'a pas quelqu'un de technique à côté de nous, qui a une expérience et qui va nous dire « Allez-y, il faut aller de l'avant, faites comme ça, vous avez raison, il ne faut pas faire comme ce que propose la société », eh bien, je ne sais pas si on aurait osé aller jusqu'au bout de cette intuition-là. Il y a forcément une compréhension plus rapide qu'on ne peut avoir avec quelqu'un qui, en fait, est un rationnel ou un rationaliste pur. Quelle merveille, hein? Quelle merveille! Non, c'est incroyable. Oui, oui, on ne peut pas douter, absolument pas, douter de l'intelligence qui habite tout ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne me suis jamais départi de la dimension divine. Parce que, en plus, quand on fait l'agriculture, vous voyez là, quand on met une graine dans la terre, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, il suffit de la mettre dans les conditions qu'il faut, et elle sait quoi faire. Alors d'où lui vient cette intelligence? Moi, je ne sais pas comment on l'explique. À l'époque où il enseigne l'agroécologie aux sœurs du monastère de Solan, Pierre Rabhi fonde aussi le mouvement des oasis en tout lieu. Comme l'oasis de son enfance au milieu du désert, il imagine, dans un livre paru en 1996, des oasis écologiques au milieu du monde moderne. 20 ans plus tard, des milliers de personnes ont concrétisé l'expérience. Aujourd'hui, on compte quelques 400 oasis en France. Parmi elles, le hameau des Amanins, au pied du Vercors. Un lieu entièrement autonome pour l'alimentation, l'énergie, le recyclage des déchets. Et au milieu du village, l'école du Colibri. 35 élèves, du CP au CM2. On trouve le plus, c'est celui-là et après c'est ceux-là. Tu te rappelleras? Celui-là, eux tout seuls aussi, ils chantent très souvent en hein. Ici, le programme est le même qu'ailleurs. Mais la pédagogie met en avant l'entraide plutôt que la compétition. Après, la dernière fois, c'est celle-ci, c'est un sujet. Ici, bah non. Je suis pas sûre. Et c'est... Bah non, il y a rien. Vous arrivez toujours à trouver la solution? Bah ça dépend. Par exemple, si on est en mathématiques, et bah, on refait le calcul ensemble. Et si on n'est pas d'accord, et bah, on va demander de l'aide aux adultes. Mais en fait, surtout, le but de la coopération, c'est pas forcément qu'on trouve, c'est pour partager une stratégie pour mieux apprendre. Regarde les radis, c'est un radis. Il y a un arrosoir. Ah ouais, parce que nous, on Et ça fait combien de temps que vous apprenez à planter des graines et à faire un jardin? depuis le CP, on fait notre jardin par groupe de 3 ou 4. Et alors vous, ça vous plaît? Oui. Ouais. Oh bah ouais, c'est sympa. Bah moi j'aime bien parce qu'après on va à la ferme, on voit les bébés agneaux, on fait du pain, du fromage. Ça vous arrive souvent de manger votre propre production? Oui. Bon après c'est pas énorme, hein, c'est souvent t'as des limaces qui passent et tout. Il y a à peu près 30% qui pour la nature et 70% qui sont pour nous à peu près. Ouais. La terre, elle appartient pas à nous, elle appartient à tout le monde, à la nature. Et... Les limaces, elles ont aussi droit à la salade. Oui. Voilà. Bon, 30% de notre école, quoi. Pas tout. Hein. Parmi toutes les oasis, celle des Amanins est particulièrement chère au cœur de Pierre Rabhi. Car il l'a cofondée avec son ami Michel Valentin.
un entrepreneur aujourd'hui disparu qui a consacré toute sa fortune à ce lieu. C'est un peu votre rêve rendu réalité, ce lieu? Oui, bien sûr, il s'est incarné. Mon grand regret, c'est que Michel, qui est le fondateur, on a imaginé ça tous les deux, soit parti, bien sûr. Ça me fait toujours un peu pincement de cœur quand je viens, parce qu'il n'est pas là, quoi. Voilà. Il est là, il n'est pas là tout en étant là. C'était notre volonté, et donc, maintenant que ça existe matériellement, on peut être satisfait aussi, quoi. Salut. Ça va bien? Ah oui, je vais. Tu vas? Isabelle Pelou, la directrice de l'école, était la compagne de Michel Valentin. Pierre et elle sont amis depuis 15 ans. Je connais quelqu'un Oui. qui s'appelait presque le même nom et on l'avait appelé Radis. Ah bon, Radis? Moi, c'est Rabi, c'est pas Radis. Oui, je sais. Voilà. La sobriété heureuse, on l'a vécu à plein avec Michel. Moi, souvent, par exemple, si je regardais l'écologie, j'étais démoralisée en me disant « Oh là là, tout ce qu'il y a à faire sur la planète, j'y arrivais jamais ». Et Pierre, il nous ramène à « Bah oui, mais t'as pas Isabelle ». Ah bon, alors moi, ce que je sais faire, c'est un truc autour de l'éducation. Et du coup, j'ai le moral qui remonte, quoi. Même si je sais bien qu'à moi, toute seule, je vais rien régler. On a mutualisé un peu ce que chacun peut apporter. Moi, j'ai apporté ce que j'ai pu dans le sens d'une vie qui a toujours été engagée. Participer aussi peu que l'on peut à ce que l'histoire humaine soit quand même autre chose que qu'est-ce que je te vends, qu'est-ce que je t'achète et que je te tape dessus, et que je t'envoie des missiles. Et je pense que l'éducation est absolument fondamentale dans le changement de société. Je t'adore. Bonjour, messieurs. Bonjour. Les parents semblent en tout cas de plus en plus nombreux à vouloir ce genre d'éducation pour leurs enfants. Aujourd'hui, la petite école du Colibri reçoit tellement de demandes d'inscription qu'elle doit tirer au sort les élèves qu'elle accepte.